Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous accueillir ce soir dans votre émission Libre Ensemble, le rendez-vous de la laïcité pour parler ce soir de pop-fascisme. Mais qu'est-ce que c'est ça donc, le pop-fascisme Kesako? Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Eh bien, les journalistes que je reçois aujourd'hui, spécialistes de l'extrême droite, Pierre Plotu, bonsoir Pierre. Bonsoir. Et Maxime Massé, bonsoir Maxime, vont nous l'expliquer. Ce sont les auteurs de ce livre Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, aux éditions Divergence. Alors, on a gagné la bataille, enfin ils ont gagné la bataille, dites-vous, mais pas la guerre. Il faut rester positif, n'est-ce pas? Et vous proposez ce livre comme une espèce de contre-attaque, finalement, pour bien comprendre, et j'ai été ravie de lire ce livre, parce qu'on pense connaître l'extrême droite. Or, vraiment, pas du tout. Ce qui est chouette, c'est que vous donnez des noms, des références, et vous décortiquez vraiment tout ça, que nous ne connaissons pas beaucoup, puisque forcément je vais peu sur tous ces sites, mais vous allez nous réexpliquer ce que c'est. Vous êtes spécialiste, je l'ai dit, vous, dans la couverture de l'extrême droite et sa marge radicale. Vous travaillez pour Libération, où vous animez notamment la newsletter hebdomadaire, à laquelle je suis abonné, comme tout bon journaliste qui se respecte, dédié Frontal. Et ce livre-ci est votre premier ouvrage. Alors, je pense que ça fait une dizaine d'années que vous étudiez la question. Vous avez mis donc du temps, mais ça se renouvelle très vite, évidemment, toutes ces choses de l'extrême droite. Bon, déjà, le titre Pop Fascisme, ça réfère à quoi, pop fascisme, Pierre ou Maxime? Pop art, pop culture, pop fascisme. Le principe de ce titre, c'est pas de coolifier, de rendre cool le fascisme, qu'on ne prend pas au sens stricto sensu des historiens, qui se limitent donc à l'ère mussolinienne, le fascisme, là qu'on parle au sens de l'extrême droite. Pop fascisme, pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le constat dans ce livre et on essaye de décortiquer d'une contre-culture d'extrême droite qui vise à conquérir les cœurs, qui vise à conquérir les âmes avant de conquérir les bulletins de vote. Et vous dites, ça ne date pas d'hier. On refait un peu l'historique de cette utilisation, surtout d'Internet, en accélération depuis 10 ans. Et vous dites, l'extrême droite s'en est accaparée, en tout cas, l'a utilisée avant tous les autres. Et aujourd'hui, elle a une longueur d'avance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a gagné, en tout cas, cette première bataille. Ça remonte à quand, en fait, l'utilisation de l'extrême droite, de cet Internet et de cette interconnexion, comme vous dites? En fait, avant Internet, l'extrême droite avait réfléchi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où son camp sort évidemment perdant et réprouvé de son action dans la collaboration. Ils se disent au mi-temps des années 70 qu'il faut qu'ils redeviennent des partis de masse et qu'ils aient une idéologie globale qui soit capable de faire oublier leur participation au camp des perdants de la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, ils vont pour cela s'inspirer d'une méthode qui vient de la gauche, qu'on appelle le gramscisme, qui a été théorisé par Antonio Gramsci. Voilà, Antonio Gramsci, donc ce philosophe italien communiste, qui est pour prendre le pouvoir, il faut, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, conquérir les cœurs et les esprits avant de conquérir les bulletins de vote. Et ça passe aussi par une forme de combat culturel. Gramsci expliquait pour lui que la gauche devait l'emporter en étant capable d'avoir des grands journaux, des intellectuels qui étaient capables en fait de porter la pensée de gauche dans des milieux qui étaient réfractaires. Et l'extrême droite veut faire exactement pareil. Simplement, lorsqu'elle crée ça dans les années 70, elle n'a pas accès aux grands médias parce qu'il y a à ce moment-là, encore en France, ce que vous avez en Belgique, c'est-à-dire un cordon sanitaire autour des idées extrêmement radicales que porte cette extrême droite qui est évidemment raciste et suprémaciste. Mais avec l'irruption d'Internet dans les années 2000 et puis plus en 2010, on se retrouve dans un espace où il n'y a pas ce cordon sanitaire. Tout le monde peut s'exprimer sur Internet, il n'y a pas de modération dans les propos, et elle va commencer comme ça à investir des champs, que ce soit les blogs, qui marchent très bien au début des années 2000, puis après les réseaux sociaux. Le Front National, par exemple, est le premier parti à avoir une page Facebook. Avant, ça a été le premier parti, alors ça parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, mais à avoir un accès Minitel. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont aussi commencer à rentrer dans les réseaux sociaux. Et c'est là qu'ils vont développer leur stratégie en se rendant compte que c'est très efficace pour faire de la propagande. Il y a aussi un point qui est primordial. Pourquoi l'extrême droite vient investir Internet et avant le Minitel, l'Audiotel, que sais-je? En fait, elle investit un médium dont elle n'a pas forcément conscience à ce moment-là qu'il va exploser, mais un médium qui est désintermédié.
Ah oui, des intermédiaires. Ça veut dire que ce discours parle directement à l'oreille des auditeurs. On enlève le filtre du journaliste qui invite ou pas, qui pose des questions. Exactement. On peut servir sa propagande directement dans les cerveaux, les oreilles, les yeux de l'auditeur. Alors, vous avez dit propagande, mais pour autant, l'extrême droite, depuis quelques années, a changé son vocabulaire. On ne parle plus de propagande, on parle de réinformation. C'est pour ça que ça touche davantage de gens sur Internet. Tout ce vocable a changé. L'extrême droite s'est mutée en quelque chose de convenable. Mais même le terme d'extrême droite que ce camp-là accepte tout à fait jusque dans les années 2000, ils font un travail pour se faire passer pour des gens uniquement de droite. Et c'est extrêmement rare de voir des influenceurs ou même des hommes politiques ou des femmes politiques d'extrême droite se revendiquer de l'extrême droite. Ils disent, nous, on est une autre partie de la droite. Et par exemple, en France, ils ont fait un travail de lobbying très important pour se différencier en fait de la droite libérale classique, se faire appeler par les médias la droite nationale et non plus l'extrême droite. Ils ont même été jusqu'à demander au Conseil d'État de ne plus les référencer lors des élections dans le camp extrême droite. Alors évidemment, ça a été un échec, parce que le Conseil d'État a dit, en fait, non, vous êtes l'extrême droite, désolé. Et en fait, ça participe d'une bataille sémantique très importante. Tout ce qui, aux yeux et aux oreilles de la population, paraît dégradant et inentendable, comme propagande, comme extrême droite, ils font un travail pour le changer. C'est pour ça qu'ils inventent le terme de réinformation. Ça apporte deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, on arrête de dire propagande, mais ça pose un discrédit sur l'information que les journalistes font de façon traditionnelle et qui serait forcément biaisé, qui aurait une vision de gauche et dont on essaierait de vous faire pour le coup de la propagande déguisée. Donc la réinformation, tout de suite, ça a un aspect hyper positif. Ah oui, c'est comme le populisme à la Trump, quoi. Il y a eux et nous, et il y a toujours des contres. C'est exactement ça. En plus, dans cette période de la post-vérité trumpienne, justement, où finalement les mots n'ont plus de sens, les vérités n'existent plus, ou en tout cas chacun a la sienne et se valent toutes. L'ère de la post-vérité, comme on dit souvent. Ces gens, par exemple, qui sont donc les héritiers de la collaboration, qui sont pour certains héritiers ou qui, au moment où ils théorisent toutes ces choses qu'a expliqué tout à l'heure Maxime, ont eux-mêmes servi sous l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces gens se présentent comme des résistants aujourd'hui. Ces gens expliquent que la France, par exemple, est occupée, envahie par un ennemi venu de l'extérieur, qui, eux, désignent donc comme les populations immigrées essentiellement musulmanes. Dans leur logiciel suprémaciste, la couleur de peau et la religion sont extrêmement importants. Ces gens arrivent à faire croire qu'ils sont les résistants. Leur travail de sape, leur travail qui vise à discréditer l'émetteur, le journaliste, comme l'a expliqué Maxime, mais également le sens des mots, va jusque-là. C'est de ça dont vous parlez quand vous dites dans le livre que c'est un nouvel écosystème. Donc c'est fait exprès, entre guillemets. Je veux dire, c'est étudié. Ce ne sont pas des choses éparses. Et vous dites aussi que tout est interconnecté grâce à Internet. C'est un écosystème dont il faut avoir peur. Alors je ne sais pas s'il faut avoir peur. Nous, notre métier, c'est de décortiquer, de décrypter, de comprendre, d'aller regarder, de mettre en perspective. Ce que je peux dire, ce qu'on peut vous dire, et ce qu'on démontre dans ce livre, en fait, c'est que ce qu'on appelle la fachosphère, cette sphère d'extrême droite en ligne, en fait, c'est un objet presque physique au bout d'un moment quand on l'étudie. Parce qu'on a des têtes de pont, des réseaux, on a des financements, on a des canaux, on a un objectif idéologique, etc., etc. On a vraiment... Il ne faut pas imaginer un grand chef d'orchestre qui serait à la tête d'une armée et qui mettrait tout en musique, qui enverrait tel bataillon agir sur tel point, etc. Il y a aussi une forme de darwinisme à l'intérieur de cette mouvance. C'est-à-dire que sur le créneau, par exemple... des tradwives, du sport, du lifestyle, de la réécriture de l'histoire, plus que de la vulgarisation de l'histoire, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 influenceurs qui vont se lancer, qui vont essayer, puis il y en a un qui va prendre. Et celui-là va occuper un créneau, mais va aussi utiliser sa notoriété pour faire monter un autre de ses petits camarades. Ils sont quand même organisés. Exactement. C'est ce que je vous dis. Il y a de la cooptation, en fait. Exactement. C'est quelque chose, par exemple, qui est inhérent à Internet et qu'on a beaucoup vu. Si on peut prendre un autre exemple, par exemple dans le rap, une autre sous-culture qui est devenue
je ne sais pas si elle est majoritaire, mais en tout cas mainstream, le featuring, le fait d'inviter des gens quand on est connu sur son album, permettait de faire éclore d'autres rappeurs dont on estimait la valeur. Et bien là, c'est exactement le même principe. Un influenceur d'extrême droite a un petit camarade qui se lance sur un autre créneau, proche ou pas, mais dont il estime qu'il a de la valeur. Il l'invite, ça fonctionne. Cette personne grandit, acquiert sa propre communauté et surtout, ça fait tache d'huile. Alors évidemment, il y a eu les blogs d'abord, F de souche notamment. Puis YouTube a pris un relais immense évidemment avec faisant alors des centaines de milliers de vues en direct. Et puis Instagram et puis TikTok. Maintenant évidemment tout est inondé. Et alors vous dites aussi tous les médias mainstream institutionnalisés sont aussi pour eux des voix. On le sait avec par exemple Baba, comme vous voyez, Cyril Hanouna, vous l'appelez même le bouffon du PAF, mais lui aussi invite tous ces petits copains-là. Bien sûr, il est même un des premiers à faire intervenir sur le plateau de ces différentes émissions, parce qu'il y en a quand même plusieurs dont les noms sont pénibles à retenir, mais c'est le premier à faire venir des influenceurs d'extrême droite sur son plateau, mais à pas du tout les présenter comme tels. Mais non, alors moi si je regarde ça, bon je regarde peu, mais allez, imaginons, comme on n'est pas dans la mouvance, on écoute et on ne sait pas que ces gens, sous couvert d'être introduits en télévision... Ils ne sont même pas présentés comme tels. On peut prendre l'exemple de Baptiste Marché, le sportif là, un musculeux qui vient de la radicalité, qui aime la viande, le sport, un petit peu l'arme quand même. Il est sur le plateau de Cyril Hanouna, oui, beaucoup les armes aussi, tout ce qui est viriliste. Il est invité sur le plateau de Cyril Hanouna, il est présenté comme un amoureux de la viande, si je ne m'abuse, sportif, amateur de viande. Ouais. C'est ça, un débat sur le fait que est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas. Il est présenté face à une autre personne qui est végétarienne, avec un discours assez radical dans son végétarisme, donc qui est un peu presque caricatural, et lui du coup il a beau jeu de passer pour quelqu'un de parfaitement stable dans son discours et extrêmement modéré finalement, parce qu'il amène un discours où il explique oui en fait l'agroalimentaire extensif c'est dangereux, c'est pas très bon, ça donne pas de la viande de qualité, et en fait il passe vraiment pour un type d'une extrêmement sympathique, parce qu'en fait personne n'a dit qu'il était d'extrême droite, mais c'est comme quand Cyril Hanouna, encore lui, dans une de ses émissions radio sur Europe 1 qui avait été lancé au cours de notre dernière campagne législative, il avait invité une influenceuse d'extrême droite qui s'appelle Thaïs Descuffon. À aucun moment, il l'a présentée comme en fait l'ancienne membre de Génération Identitaire qu'elle était. C'était une influenceuse politique. Et qui même elle, dans son camp, est estimée comme trop à droite, quasi, de l'extrême droite. Alors, elle est stigmatisée, mais pas du tout pour ses positions. Elle est stigmatisée sur sa façon de faire de l'argent. Voilà, en fait, il y a un sexisme aussi qui est ambiant, mais ce mécanisme-là qu'on vient de décrire, c'est encore une fois celui du featuring. Celui du fait d'inviter, en fait du partage de communauté. La communauté de Cyril Hanouna est nombreuse, elle existe à la télévision, mais elle existe aussi en ligne, parce que c'est une des spécialités aujourd'hui de ces émissions, de faire des petites capsules comme ça on essaye et qui deviennent bien souvent virales sur les réseaux sociaux. Et donc on a à la fois élargi la sphère que peuvent toucher ces gens en y ajoutant la communauté de Cyril Hanouna, mais également derrière, leur discours va être partagé sur les réseaux de ces émissions, qui sont, eux, suivis par des millions de gens qui n'ont rien à voir avec les communautés de ces gens. Alors, sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, vous dites quand même certains comptes sont annulés et sont fermés, mais ils reprennent sous d'autres noms ou dans d'autres voies. J'ignorais complètement. Vous citez quelques vidéos qui, sous couvert, ça on va parler ça, un chapitre de votre livre de l'humour, passe tout à fait crème, comme on dit. C'est le danger absolu, ça, l'humour. Il y a vraiment un problème de modération. C'est extrêmement difficile de modérer des contenus humoristiques, puisqu'on a quand même un droit à l'outrance, un droit à la caricature, et eux se réfugient régulièrement derrière l'humour, et ils l'avaient d'ailleurs théorisé, expliqué, d'ailleurs sur YouTube, sur le plateau d'une web télévision d'extrême droite, en disant qu'en fait, oui, effectivement, ils utilisent l'humour pour faire passer des messages politiques. Et ça, ils l'ont très très bien compris. D'abord, il y a quand même un intérêt, parce que ça attire des gens. C'est toujours plus facile d'amener des gens à adhérer à des idées politiques par l'humour qu'en faisant de longs discours extrêmement abscons sur la politique et ennuyeux. Et ensuite, ça a un intérêt, c'est l'intérêt judiciaire, parce que c'est extrêmement difficile de condamner quelqu'un pour de l'humour. C'est presque une atteinte à la liberté d'expression. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Et si on prend l'exemple d'un de ces influenceurs qui s'appelle Papacito, qui a dit des choses extrêmement violentes sur Internet, extrêmement graves, il a fini
paraître condamné, parce qu'en fait, son humour avait eu des effets dans la vie du maire d'une petite commune, qui s'était retrouvé menacé de mort, qui avait eu qui était confronté à énormément de violence sur les réseaux sociaux, mais aussi physique. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a fini par être condamné. Mais ça a mis 10 ans, parce que justement, la machine judiciaire ne pouvait pas s'opposer à cette forme de militantisme qu'est le militantisme par l'humour. Bien que parfois, dans ses vidéos, il conseille même l'achat d'armes, enfin comment faire, Bien sûr. Mais se procurer un permis de chasse, c'est facile, tout à fait légalement, effectivement. Voilà, et ça, on ne peut pas condamner le fait d'expliquer à des gens comment légalement acquérir un permis de chasse. Oui. Vous parlez justement de la justice, voilà, vous expliquez aussi que vous êtes allé rendre visite à la division de lutte contre les crimes de haine. Si je vous ai bien lu, ils sont 7 dans cette division pour s'occuper de combien de centaines de milliers de vidéos à décrypter. Oui, alors en fait, le fonctionnement de la DLCCH, cette division de lutte contre les crimes de haine, en fait, c'est qu'ils sont appelés en renfort par les brigades de gendarmerie ou les commissariats sur des dossiers qui concernent spécifiquement. Oui, ok, donc les noms sont déjà donnés. Ces gens ne sont pas dédiés à surveiller Internet. Non. Ce sont des enquêteurs qui enquêtent sur des affaires qui ont trait à des menaces, du harcèlement, des choses comme ça qui viennent sur Internet. Ils sont spécialisés. C'est un intérêt majeur, c'est qu'ils ont une vue d'ensemble. Ils connaissent les acteurs. Et les connexions, évidemment, des uns des autres. Et ce sont des spécialistes. Ils sont capables. Et c'est vrai que c'est compliqué de réaliser, quand on ne l'a pas vécu soi-même, que oui, recevoir 1000, 1500, 2000, 10 000 tweets qui sont insultants, qui sont menaçants, eh bien oui, aujourd'hui, vu la place que prend Internet dans nos vies, cet objet extrêmement personnel, le téléphone portable qu'on a dans notre poche, qui est souvent la première chose qu'on regarde en se réveillant, la dernière chose qu'on regarde avant de s'endormir, ce doudou presque pour certains, que cette violence s'affiche sur cet écran, eh bien oui, ça produit des effets qui sont extrêmement durs sur les gens. Et ça, c'est assez dur, c'était encore jusqu'à récemment assez dur de se rendre compte pour les forces de l'ordre, et d'avoir une division dédiée à ça, c'est important. Après, en France, on a aussi un pôle de lutte contre la haine en ligne, qui est un pôle judiciaire, ce sont des parquetiers qui surveillent plus étroitement, mais il y a également d'autres organismes, jusqu'à, par exemple, on peut citer Viginum, qui est un organisme qui dépend du Premier ministre et qui est dédié à la surveillance des ingérences étrangères, etc., etc. Mais tout ça prouve bien ce qu'on essaye de dire en fait dans ce livre, c'est qu'Internet est un champ politique à part entière. Très puissant. Ça paraît indispensable à tout parti politique, à juste titre, d'avoir des militants qui tractent sur les marchés. Pourquoi aucun parti politique, ou presque, parce que l'extrême droite en a, n'a aujourd'hui 2 bataillons comme ça, qui s'occupent d'Internet et qui sont dédiés à aussi faire de l'influence sur Internet? C'est la question qu'on pose dans ce livre. C'est pourquoi, effectivement, la gauche ne s'empare pas de cela également. C'est ce que disait d'ailleurs un des youtubeurs, je ne sais plus lequel, je l'avais noté, nous avons l'humour, avec nous, ce que la gauche n'arrive pas à avoir, quoi. Ils ne s'y entendent pas. Comment se fait-il ? En fait, ils ont quand même une vision assez biaisée des choses, parce qu'ils sont quand même assez auto-centrés. La gauche a tout à fait de l'humour, mais en fait, la principale problème de ce qu'on pourrait appeler la création d'une progressosphère, pour pas en faire juste un objet politique de gauche, c'est la capacité déjà à passer au-delà de la sphère d'Internet et à se rassembler derrière un discours commun. Pour l'extrême droite, il est extrêmement simple de se rassembler derrière un discours commun, parce que la majorité... Voilà, c'est la haine. Et la haine, le racisme est leur principal dénominateur commun. À gauche, c'est plus difficile de déterminer un dénominateur commun. Ça pourrait être la question de la lutte pour le climat, mais il y a des gens à gauche qui pensent, à juste titre ou non, qu'il y a d'autres combats à mener avant de mener ce truc-là. Et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile de faire une sorte de, pour reprendre l'analogie de Pierre, une sorte d'armée numérique qui soit capable d'être efficiente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. On explique dans le livre qu'elle a su se mobiliser aux dernières législatives françaises avec un énorme succès, pour le coup, puisque c'est effectivement pas très évident à se rendre compte comme ça quand on voit la tête
tête de nos premiers ministres actuellement, mais la gauche a quand même gagné les élections et elle a su le faire. Par contre, elle a du mal à le faire dans la durée. Oui. Elle est capable de se mobiliser quand vite il est... quand ça vient, voilà, quand il est minuit moins le quart, en fait. Mais dans la durée, c'est là. plus difficile. Oui. Voilà, alors c'est ça il faudrait le prendre problème. les devants. Évidemment, on le sait, les fake news, c'est plus facile à faire circuler puisqu'elle va 6 fois plus vite qu'une news. Donc, est-ce que la bataille, là, elle est perdue? Mais la guerre, comment est-ce qu'on va la gagner si on est si lent quand on veut dire la vérité? Il y a une raison intrinsèque à la performance du discours d'extrême droite en ligne aussi. Ce discours est formaté pour le fonctionnement actuel d'Internet. On dit souvent, l'extrême droite, c'est des réponses simples à des problèmes compliqués. Exactement ce qu'Internet préfère, évidemment. Ces réponses tiennent en 280 caractères sur Twitter, tiennent en 30 secondes sur un short, un réel, que sais-je, ces petites vidéos qu'on voit sur Instagram, sur YouTube, jusque sur WhatsApp désormais, et que les gens scrollent en permanence. Voilà, ça fonctionne. Mais la gauche a toujours su, par exemple en France, on a parlé de la 5e semaine de congés payés, on a parlé des 35 heures, on a parlé de la régularisation des sans-papiers, etc. Il y a une possibilité de créer, alors bien évidemment pour un camp qui, nous le pensons en tout cas, est aussi marqué par son exigence, par un camp qui consiste aussi beaucoup à réfléchir, débattre, construire ensemble des choses. C'est compliqué d'aller chercher des têtes d'affiche, de leur faire confiance, de se ranger derrière elles. C'est compliqué de résumer en quelques mots des problèmes très compliqués. Les mots de ce monde ne tiennent pas en quelques mots. Pour autant, il y a une méthode, et c'est un peu l'objectif de ce livre, c'est de souligner qu'il y a une méthode. C'est un terrain, Internet, et il y a une méthode qui marche, c'est celle de l'extrême droite. Faut-il la dupliquer à 100% telle qu'elle ? Si vous me demandez mon avis personnel, la réponse est non. Si vous me demandez mon avis journalistique, la réponse est non aussi. La gauche, par contre, doit prendre conscience du fait que, et ces élections législatives françaises, comme l'a dit Maxime, l'ont démontré, elle est beaucoup plus puissante sans être organisée, ce qui promet des lendemains qui chantent potentiellement. Voilà, si elle s'organise, évidemment. Malgré... Avec constance. Oui, avec constance, oui, et pas en dernière minute. Malgré l'accaparement, on va dire, ou le rachat, par exemple, d'Elon Musk pour X, anciennement Twitter, malgré Monsieur Bolloré qui rachète des chaînes de télé et de radio, c'est ça aussi le problème, c'est que ces nouvelles-là, elles sont poussées par... voilà, YouTube est encore un des derniers à pouvoir virer des comptes, encore que je sais que vous dites souvent, ils s'occupent déjà des États-Unis. En France, ils mettent un peu plus de temps à légiférer sur les gens. C'est une entreprise américaine. Oui. Les États-Unis ont une conception, une lecture différente de la liberté d'expression que celle que prévoit la loi française. Effectivement, c'est le rachat de X, enfin de Twitter devenu X par Elon Musk, est effectivement à la fois une démonstration du fait qu'il y a des puissances d'argent qui mettent en œuvre des moyens colossaux pour pousser des agendas politiques, c'est une évidence. Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin en France sont aussi d'autres personnes qui le démontrent. Pour autant, des travaux de Félicien Faury, si je ne m'abuse, un sociologue français qui s'est intéressé justement à la sociologie des votants en France, démontrent qu'a priori on a une jeunesse qui n'a jamais été aussi tolérante sur les questions d'inclusivité, sur les questions sexuelles, sur les questions de religion, etc., etc. Cette jeunesse n'a jamais été aussi tolérante, aussi progressiste de toute l'histoire. Et pourtant, elle ne vote pas. Est-ce qu'elle ne vote pas parce qu'elle n'a pas d'offre ? Est-ce qu'elle ne vote pas une offre politique qui lui correspond ? Est-ce qu'elle ne vote pas parce qu'on ne sait pas aller lui parler sur les outils qui sont les siens ? Aujourd'hui, par exemple, la télévision, chez les jeunes, n'est plus le média dominant. C'est Internet. C'est YouTube, c'est Twitch. Et là, évidemment, des types comme Jordan Bardella, qui ont moins de 30 ans et qui sont nés aussi avec les réseaux, savent beaucoup mieux l'utiliser, évidemment. Oui, certains même disent, c'est presque un influenceur, Jordan Bardella. Il mange une pomme, il se balade. Complètement. C'est autant un homme politique qu'un influenceur, mais parce que, comme tu l'as dit... Nous, on trouve ça ridicule, mais enfin ça... Bien sûr, mais comme tu l'as dit très justement, il est l'enfant de ce siècle et il a grandi avec ses réseaux sociaux. Contrairement, par exemple, à Marine Le Pen, c'est probablement quelqu'un qui alimente lui-même et non pas par une équipe de communication ses réseaux sociaux, parce qu'en fait il sait très très bien ce qui marche. Et effectivement, quand il mange une pomme, quand il mange des haribots, quand il se chauffe la voix avant de faire un discours, nous ça nous paraît parfaitement improductif d'un point de vue politique, mais il devient quelqu'un de sympathique. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'il fait des déplacements en France, on peut voir des dizaines de collégiens, de lycéens, même parfois plus jeunes, qui viennent... Qui ne peuvent pas encore voter aujourd'hui, mais qui pourront voter demain. C'est ça, et qui viennent faire un selfie
avec Jordan Bardella, ils viennent pas rencontrer l'homme politique, ils viennent rencontrer celui qui, sur les réseaux sociaux, leur paraît sympathique, l'influenceur, qui, de la même façon qu'ils auraient pu aller courir voir Squeezie ou un autre influenceur comme Inox Tag, quoi. Ce principe aussi du tapis de bombe permanent sur les réseaux sociaux avec des âneries, je me permets ce mot, qui sont balancées et qui visent uniquement à faire réagir, occuper le centre du terrain et du débat. Mais elles ont aussi un effet, je pense, et notamment dans un pays comme le vôtre, où il y a un cordon sanitaire, c'est qu'en fait, quand un homme politique de droite dit quelque chose d'extrême droite, on peut juste lui dire, mais vous exagérez, monsieur. Oui, mais on va pas le considérer comme devenant d'extrême droite, on va considérer, ou en tout cas une partie des gens potentiellement vont considérer que ce qu'il dit reste de droite. Et en fait, c'est le discours de droite qui évolue et c'est la perception des gens de la droite et de l'extrême droite de cette frontière qui évolue. Et effectivement, ça renvoie au principe, au concept de la fenêtre d'Overton, qui est, si on veut le définir en deux mots, le champ du dissible, de ce qui peut être dit dans le débat public. Si on dit quelque chose qui est en dehors de la fenêtre d'Overton, trop extrémiste, eh ben on est immédiatement disqualifié. Ce concept, son inventeur, M. Overton, a aussi démontré que si on martèle toujours du même côté, en fait, la fenêtre d'Overton va avoir tendance à s'ouvrir. Et je pense qu'on est à une époque, nous pensons avec Maxime, et c'est le constat qu'on fait aussi dans ce livre et à travers notre travail de tous les jours en suivant la mouvance d'extrême droite, c'est que la fenêtre d'Overton, en fait, on pourrait avoir tendance à se dire, elle explose. Ces gens l'ont fait complètement exploser. Non, ces gens l'ont décalée. Ces gens la travaillent pour la décaler uniquement dans leur sens. Et on en veut pour exemple, notamment, on peut prendre deux mots, antifasciste. Dans la bouche de Donald Trump, notamment, c'est devenu un gros mot. Dans la bouche, c'est devenu presque un synonyme de terroriste. Dans la bouche aussi de nombreux politiques français. Si on n'est pas antifasciste, on est quoi ? Un autre mot, le wokisme. Un mot valise qui ne veut rien dire. Alors, encore plus en France, où on est vraiment très mal à l'aise avec les langues étrangères. En fait, il n'y a pas de wokistes, c'est plutôt les contres qui ont créé ce mot wokisme. Mais complètement. Et après, il y a quand même un courant woke éveillé qui vient des États-Unis, etc. Bien sûr. Mais woke, ça ne veut rien dire pour les gens. Et d'ailleurs, les gens qui utilisent le terme woke pour disqualifier se gardent bien de ne jamais le définir. Woke, le wokisme, c'est vos fantasmes. C'est les fantasmes du moment que vous allez coller dessus. Et c'est pareil, on est sur un travail qui consiste, parce que woke, to woke, être éveillé, c'est ouvrir les yeux, littéralement, donc le c'est sens. extrêmement positif. Ouvrir les yeux sur les maux de notre monde. Prendre en compte, réaliser les discriminations qui existent, etc. C'est le progressisme, en fait, le wokisme. Et si on laisse l'antifascisme et le wokisme, le progressisme, devenir des gros mots, ben c'est ça notre époque d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on parle de wokisme, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, enfin en tout cas une nouvelle sémantique que l'extrême droite a utilisée pour disqualifier ses adversaires, mais en fait c'est juste la suite logique de ce qu'elle a fait de tout temps. Avant le wokisme, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi en Belgique, mais nous on avait les islamo-gauchistes qui avaient beaucoup de mal à définir, mais avant il y avait les judéo-bolcheviques, et en fait on en revient toujours au même, c'est la création en fait d'un ennemi fantasmé qui regroupe en fait tous les mots, qui sont en tout cas en tout cas les peurs et les fantasmes de l'extrême droite. Et là, celui-là est encore mieux parce que c'est un mot étranger et en plus on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. La fenêtre d'Overton, elle va même jusqu'à nous faire accepter des mots comme grand remplacement. Certains même se posent la question, ce sont des mots ou immigrationnisme qui sont presque tolérés en fait aujourd'hui. En France, ils le sont complètement. Le grand remplacement, c'est un concept qui naît sous la plume des antisémites français, des penseurs antisémites français de la fin du 19e siècle, et qui est profondément antisémite, qui nous explique que les Juifs organiseraient l'importation de masses étrangères pour diluer le sang des Français. On est dans des contextes très nationalistes à l'époque. C'est d'une radicalité extrême, pardon, d'employer ces mots-là. Mais je pense qu'il faut bien comprendre. Ce concept traverse tout le XXe siècle de manière parfaitement underground. Ça n'éclate jamais. Et finalement, en 2015, un Français, encore un, Renaud Camus, un écrivain, prend ce concept et le remanie un tout petit peu pour enlever l'affichage antisémite, le remplacer par un affichage islamophobe, tout en y gardant toutes les références qui plaisent aux antisémites. On parle de grandes finances internationales, apatrides, etc., etc. C'est profondément antisémite. Ce mot de grand remplacement est devenu, sous les coups de boutoir de la fachosphère, un thème central
de l'élection présidentielle française de 2022, à tel point qu'on a une candidate du camp dit républicain, LR, la droite classique, qui en parle, qui fait campagne aussi sur cette thématique-là. Oui. Récupération. Bon, ben voilà, l'émission est terminée, mais un grand merci à vous deux. On pourrait même dire cette phrase de Steve Bannon, flood the zone with shit. Le tapis de bombe. Voilà, inonder la zone avec de la merde, c'est vraiment ça. Donc, pour contrer tout ça et contre-attaquer, important de lire Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet aux éditions Divergence, avec, écrit. Et merci Pierre Plotu et Maxime Massé. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.